Aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est de comparer les 12 programmes des candidates et candidats à l'élection présidentielle de 2022, avec comme point de comparaison, point de questionnement des programmes, ce qu'on a vu lors des 2 dernières séances, c'est-à-dire tous les thèmes qui sont apparus comme importants dans le cours sur les représentations sociales du travail, mais aussi ce qu'on a vu sur qu'est-ce qui crée de la souffrance psychique au travail, le modèle de Karasek, les apports de la psychodynamique du travail. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. C'est partir de ce qui peut vous mobiliser parce que c'est dans l'actualité pour se servir des outils du cours. Et par ailleurs, questionner les promesses des candidates et candidats en fonction de l'impact que ça va avoir sur la qualité de vie, la quantité de vie, puis voilà, la couleur des jours. Voilà. Comment ça va réellement, comment ça promet de transformer la vie. Et en tout cas, la vie professionnelle. Alors, plusieurs précautions avant de commencer. Première précaution, on va travailler sur des matériaux très hétérogènes. Il y a 12 programmes que je suis allé chercher sur les sites internet officiels des candidatures. Donc il n'y a pas de défaut de loyauté. Mais là-dessus, il y en a qui ressemblent vraiment à des petits tracts, du matériel de communication très peu développé. Bon. D'autres où c'est littéralement des livres. Quoi. C'est consacré à chaque thème. Voilà. Au poids, on n'a pas du tout affaire à du matériel de même nature. Bon, première précaution. Deuxième précaution, on a affaire à du matériel hétérogène, du fait même du rapport au travail et de la théorie du travail présente dans chaque programme. Dans certains programmes, le travail est central, complètement central et au cœur de l'analyse qui va être proposée. C'est ce qui préside en quelque sorte à tout le reste. Dans d'autres programmes, le travail est complètement secondaire. Par exemple, la question essentielle, c'est la remigration et la lutte contre le grand remplacement, ou la lutte contre l'immigration et la culture islamiste, ou les influences islamiques, etc. Les idéologies islamistes, pardon, pour être fidèle au programme qu'on verra tout à l'heure. Ou encore, une vision beaucoup plus économiciste, où ce qui est premier, c'est la croissance, ou alors... Donc voilà, on a affaire à des programmes qui placent le travail au centre, des programmes qui ne placent pas le travail au centre. Parmi ceux qui placent le travail à un certain niveau de centralité, certains vont surtout insister sur la relocalisation, le local, l'ancrage. D'autres vont plus insister sur la démocratie sociale, d'autres vont avoir une approche tout azimut avec démocratie sociale, utilisation du travail pour transformer la société, créer de l'harmonie entre les gens et les gens et la nature, avoir un impact sur la vie psychique au travail, la vie physique au travail, la quantité. Donc, vous allez voir que on compare vraiment du difficilement comparable. Par souci de loyauté et de clarté, on prend les 12 programmes, mais ce n'est pas du tout un matériel homogène. Voilà, deuxième précaution. Troisième précaution, je prends beaucoup de précautions aujourd'hui, je ne suis pas neutre, du tout. Moi, je suis engagé politiquement auprès de la France Insoumise, donc je vous le dis pour que vous puissiez faire la part des choses, quand je cause, entre l'analyse qui tente d'être la plus objective possible des données en fonction des modèles qu'on utilise, et puis mes valeurs. Voilà. Donc, vous êtes au courant de ça. Ça me permet de revenir sur une chose qui est que, en réalité, on n'est jamais neutre. Hein, tous les enseignants que vous avez vont voter ou faire quelque chose, on n'est jamais neutre. Et il me semble que la meilleure manière de produire de la connaissance à ce moment-là, c'est d'abord d'identifier son biais de départ, le critiquer, et voilà, rendre des comptes, quoi, dire mon orientation c'est celle-là, maintenant vous vous en dépêcherez. Voilà pour ce qui est des précautions. Et par ailleurs, en sciences, on n'est jamais neutre. On travaille toujours à partir d'un paradigme, à travers une manière sociale de valoriser la science, de la financer, de l'organiser, de lui donner des buts. Il n'y a pas de véritable neutralité. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est critiquer les conditions de production de connaissances. Une fois ça dit, on va donc systématiquement sur chaque programme
regarder son impact en termes d'augmentation de la demande. La demande psychique au travail, principal facteur de souffrance. L'augmentation de la latitude décisionnelle ou la baisse de latitude décisionnelle. L'augmentation ou la baisse de soutien social. Donc les 3 variables du modèle de Karasek. On va regarder aussi, est-ce qu'il y a une notion de production d'identité? Si oui, laquelle? Est-ce qu'il y a production de vulnérabilité? Et si oui, non. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y a lutte contre la vulnérabilité? Est-ce que ça place les salariés en situation d'instabilité? Ou au contraire, est-ce que ça augmente la stabilité? Est-ce que ça augmente leur autonomie, qu'on peut inclure dans l'attitude décisionnelle, par une plus grande démocratie sociale, plus grande participation à la prise de décision en entreprise, organisation de type scope ou SIC ou associatif qui favorise l'implication de chacun, etc. Donc on va interroger toutes ces dimensions de manière systématique sur les 12 programmes. C'est pour ça que je parle aussi vite. Ce cours est un sprint, parce que le temps nous est compté. Bien. Une fois ces précautions prises, je vous demande de ne pas hésiter à me jeter des cailloux, des stylos, des bouteilles si mon propos est trop biaisé, que je me laisse aller à ceci ou à cela. Surtout, dites. Voilà. N'hésitez pas. Bien. On commence par le programme de Jean Lassalle. Jean Lassalle 2022. Ah, on va se faire les 12, donc voilà. Jean Lassalle, dont on pourrait attendre une espèce de position au centre de l'échiquier politique, notamment parce qu'il a été à l'UDF, il a été un compagnon de route de François Bayrou, donc une position centriste, et qui a un programme en fait plutôt de centre-gauche ou de gauche. On va le voir dans un instant, mais enfin, c'est pas notre débat. On pourrait résumer son programme en disant qu'il y a 2 choses qui sont importantes à travers la relocalisation de l'activité. C'est d'une part le local, la proximité, la construction locale, et par ailleurs lutter contre la vulnérabilité des salariés. Alors c'est pas quelqu'un qui s'embarrasse d'une théorie du travail. Il commence pas par nous décrire une théorie du travail disant c'est le travail qui est le moteur de l'histoire, le travail libère, c'est par l'effort qu'on devient libre, enfin ceci, cela. Il s'embarrasse pas du tout de ça. Lui, sa question c'est de reconnaître les spécialités, de valoriser par exemple les métiers du soin, de réindustrialiser le pays, mais surtout de favoriser les petites et moyennes entreprises et leur capacité à développer un ancrage local. C'est l'idée qu'il faut soutenir aussi les petites et moyennes fermes contre l'agro-industrie, contre la financiarisation de l'économie. Et d'une certaine manière s'inscrire en faux contre le processus de mondialisation. Donc sans mesure pleinement socialiste ou pleinement communiste, il s'agit de revenir à un échelon vraiment local, ancré, territorial de la production d'emplois, et qui reconnaissent le travail des gens, on va dire. Et si on prend le modèle de Karasek, le bouger qui est proposé, qui n'est pas extraordinaire par rapport à la situation économique actuelle, mais le bouger qui est proposé consiste à augmenter un peu l'autonomie, à diminuer la vulnérabilité, à augmenter le soutien social, notamment dans une forme de patriotisme léger, patriotisme du local, et qui a donc une proposition comme une forme d'apaisement de la lutte. Une proposition, en tout cas, qui
si on en croit le modèle, résulterait probablement dans une diminution pas radicale, mais une diminution de la souffrance psychique au travail. Alors, le deuxième programme qui va nous intéresser, c'est Philippe Poutou 2022. Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, de tradition trotskiste. Dont le programme d'ailleurs en ce qui concerne le travail ne s'embarrasse pas non plus de théorie du travail marxiste. Elle est sous-jacente, mais elle n'est pas explicitée, redéployée. Et qui se résume vraiment très simplement. Diminuer le temps de travail, augmenter les salaires, lutter contre la vulnérabilité des travailleurs, travailleuses face au marché de l'emploi. Les 3 axes, c'est vraiment ça. Le plus important, le plus original par rapport aux autres propositions, c'est de dire, en passant à un travail de semaine de 4 jours, en visant les 32 heures par semaine puis les 28, on libère du temps. On revient à un modèle avec 3 muses, le travail, le loisir, le repos. Et le loisir actif doit être un lieu du développement politique. On ne se réalise pas au travail, on se réalise ailleurs. Et donc voilà, ils disent, pardonnez-moi, c'est un programme collectif, cela libérera du temps pour discuter, s'organiser, décider. Sur le temps de travail auront lieu des réunions pour discuter de la vie de l'entreprise, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée que non seulement on libère du temps pour partager les tâches domestiques à la maison, pour faire de la politique, etc., mais on libère du temps aussi en entreprise pour la délibération collective. On interdit les licenciements économiques, on propose qu'il n'y ait pas un seul revenu inférieur à 1800 € net, donc vraiment on sécurise la position. En gros, vous serez employé, et quand vous serez employé, vous serez payé à minima 1800 € net. Voilà. Avec un temps de travail qui dégage un maximum de temps à l'extérieur et à l'intérieur de la vie professionnelle pour la délibération et le travail de la société sur elle-même. Oui. Personnellement, je sais pas. comme la doctrine fidèle à l'enseignement de Trotsky. Oui, mais à mon pays, les syndicats trotskistes sont différents. Du coup, je veux savoir comment. Je ne sais pas si pour les Français, mais dans le cas de ceux parfois. Dans le cadre du NPA, c'est une... Je suis trop engagé pour le dire vraiment de manière honnête. Je critique d'abord ce que je vais dire. Je dirais que en France, va se décrire comme trotskiste un parti qui, tout en revendiquant un héritage marxiste et parfois léniniste, va s'opposer à toute la pratique du pouvoir soviétique, d'un côté, et donc en fait, en réalité, à la destruction du pouvoir des soviets et à la prise de pouvoir par un État central et une nomenclatura, et en quelque sorte à une forme de technocratie, seul dépositaire de la dialectique matérialiste, capable d'organiser le salut commun des travailleurs. Donc c'est vraiment l'idée que le pouvoir ne doit jamais être capté par une technocratie seule responsable, et on doit absolument avoir une démocratie sociale tout azimut. Mais si vous voulez avoir une bonne définition du trotskiste à la française, du trotskisme à la française, allez voir des trotskistes. Ce sera plus simple. Bien.
Donc ici, on a l'idée d'augmenter la quantité et la qualité de temps de vie, à l'écart du travail et au travail. De réduire autant que faire se peut la vulnérabilité des salariés, que ce soit au travail et quand ils sont sans emploi, ou face au marché de l'emploi. On peut dire ici que, même si le programme est court, il y a une politique de l'emploi qui est menée, une politique du travail, donc on réduit la possibilité de licencier cette politique de l'emploi. On essaye d'améliorer la qualité de vie au travail, politique du travail qui est menée. Et enfin, on essaye de favoriser la socialisation d'entreprise, la mise au service du bien commun, entreprise. Les formes d'organisation non lucratives. Donc, Bruno Mellan, pour revenir à votre question, je pense qu'on pourrait dire de la manière la plus synthétique que ce sont des communistes qui ne croient pas dans la centralité de l'État. Voilà. Donc, augmentation du temps et de la qualité, augmentation de la quantité et de la qualité de temps disponible, émancipation et lutte contre les vulnérabilités. La promesse là, dans le cadre de ce programme-là, c'est très clairement quelque chose qui ici s'était réalisé, devrait effectivement résulter mécaniquement dans une diminution de la souffrance psychique au travail. Vous êtes beaucoup plus autonome, vous êtes moins vulnérable, vous avez plus de soutien social. Mécaniquement, ça produit moins de souffrance psychique au travail. Moins de suicides, moins de dépression, moins d'abandon de poste, etc. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que, tout en étant sensible, c'est une proposition qui s'adresse finalement à la population que sous une forme en quelque sorte quantitative, économiste. On ne s'adresse pas directement, par exemple, à la population sur les thèmes souffrance psychique au travail, souffrance physique au travail, vécu au travail, enfin voilà, on reste sur augmentation des salaires, interdire les licenciements, augmenter le temps libre, enfin, etc. C'est pour ça que je dis qu'il y a une approche en quelque sorte quantitativiste. Bon, on va aller de l'autre côté de l'échiquier politique. Et nous voilà chez Nicolas Dupont-Aignan, qui lui consacre une large part de son programme au travail. Ce sont des mesures qui sont assez techniques, on pourrait dire techno, assez économicistes, mais qui placent l'ensemble sous le registre des valeurs et pas de la technique, et cette valeur, c'est le patriotisme, c'est la France. C'est la valeur principale sous laquelle se situe la proposition de Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas tant restaurer la qualité des relations entre les salariés qu'à l'échelle du pays. Donc il faut lutter contre le dumping social, il faut faire un Buy French Act en incitant les entreprises à acheter surtout français, il faut lutter pour la relocalisation d'activités. Ensuite, on a une vision libérale traditionnelle, un peu en mode UMP, ou RPR, carotte et bâton qu'on retrouve, vous savez, chez Valérie Pécresse et un petit peu chez Emmanuel Macron, qui consiste à dire on ne peut pas toucher les aides sociales, le RSA sans contrepartie, il faut des contreparties, les jours d'engagement, etc. On récompense le mérite, donc le travail n'est pas émancipateur. D'abord, le travail est une souffrance qui mérite récompense.
Donc il propose des tas de mesures qui ont l'air a priori sociales, mais qui procèdent d'une socialisation de ces améliorations, je m'explique. Il propose un certain nombre, augmenter les salaires, réindexer les pensions de retraite, supprimer les droits de succession sur les résidences principales, ce qu'il propose d'autres encore, exonérer de charges pendant... En fait, il y a beaucoup d'exonérations de charges qui financent, a priori, des améliorations de la rémunération du travail. On reste toujours à l'échelle nationale dans l'organisation du travail, que ce soit à travers la recherche ou un État stratège. On est en gros, si vous voulez le dire rapidement, dans une politique de l'emploi patriotique, ou une politique patriotique de l'emploi. C'est ça qui est proposé. Il veut aussi de la simplification administrative, mais vous savez que c'est un espèce de refrain très commun aux partis libéraux de droite. Dans le fond, quand on lit le programme de Nicolas Dupont-Aignan, l'amélioration de la vie psychique au travail est quelque chose comme un point aveugle. Honnêtement, c'est difficile de dire quel pourrait être l'impact, à quel point on s'éloignerait de la situation actuelle. Il est possible que, par exemple, le patriotisme produise un effet d'intégration. Tout le monde se sente français, dans la grande œuvre ensemble, comme il dit qu'il se distingue d'Éric Zemmour par le fait que lui, il considère que quand on est en France, on est français, quel que soit son prénom, que donc on peut tous s'intégrer les uns les autres, et qu'il est assimilationniste. On peut se dire qu'une espèce d'élan d'amour autour de la grande œuvre collective pourrait à la fois augmenter un peu la demande, mais augmenter un petit peu, diminuer la souffrance, quoi, qu'on serait dans une situation d'actif, le grand A du modèle de Karasek. Donc beaucoup de demandes psychologiques, beaucoup de pression sur le marché du travail, le bâton, on vous prive de droits si vous ne travaillez pas, on vous touche le RSA, mais moins de règles, un peu de simplification et surtout l'amour autour de la patrie. Il est envisageable que ça produise effectivement une espèce d'équilibre psychique autour d'une position active. Je pense que c'est quelque chose comme ça dont il souhaite faire la promotion. En tout cas, c'est ça le projet. Mais dans le fond, si on regarde bien le volet travail du programme de Nicolas Dupont-Aignan, il y a très peu de choses qui visent en première main la qualité de vie des gens au travail. Ça vise surtout la performance du marché de l'emploi, du marché du travail et de l'économie, dans une dimension patriotique. On en a fait 3 là. Il faut accélérer. Ah oui, mais il y avait l'introduction. Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains. Alors, je ne vous dis pas qu'elle vous promet du sang et des larmes, mais pas loin. Vous pouvez me jeter un caillou. Je vais le dire autrement. Dans la théorie du travail propre à son parti, au moins depuis Nicolas Sarkozy, parce que pour moi, ce n'est pas du tout des éléments qu'on va retrouver tels quels dans la manière dont le général de Gaulle ou le président Pompidou parlaient du travail. Avec Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing, on entre un peu dans la tangente, mais pas tellement. Donc, on peut le dire avec certitude, au moins le président Sarkozy, c'est cette espèce de théorie dans laquelle on doit agir en responsabilité, dans une espèce de tristesse de l'exercice du pouvoir. C'est la responsabilité des gouvernants de dire la vérité aux Français, qu'il faut faire des efforts et souffrir, on promet le sang et les larmes, pour être récompensé à terme. Et donc, ce qui s'exprime à travers une traditionnelle politique libérale de l'emploi, qui résume en fait sa doctrine du travail, c'est dans le fond une mise sous pression des personnes sans emploi et par ricochet des personnes en emploi pour augmenter leur compétitivité, la performance économique générale. Une baisse des charges dans ces termes. Qu'est-ce que c'est les charges patronales? Vous savez, vous? Oui. C'est ce qu'on est prélevé pour censer financer tout ce qui est sécurité sociale. En fait, c'est la part de votre salaire qui ne vous est destinée qu'à travers un système de solidarité collective.
Et donc le terme technique honnête, c'est de dire cotisation sociale. Parce que ce n'est pas l'employeur qui paye ça, c'est vous qui laissez une partie de votre salaire au système de solidarité et qui vous est reversé. Puisqu'à travers le système de cotisation sociale, il vous est partiellement reversé à mesure, non pas de votre performance au travail, mais de vos besoins. Et marginalement de votre performance au travail, puisque votre retraite est proportionnelle à ce que vous avez gagné. Donc en gros, c'est la part mutualisée du salaire. Mutualisée et, pour une large partie, différée. Mutualisée par exemple pour le système de santé, ou pour la manière dont vous mettez vos enfants à l'école, différée par exemple pour vos retraites, ou la façon dont vous avez été un enfant. Si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, alors, avec elle, il faut travailler plus longtemps. Donc la quantité de vie au travail, que ce soit dans la vie ou par semaine, sera augmentée. Grâce à des baisses de cotisation, on augmente les salaires. Donc attention, il ne s'agit pas de prendre dans la poche des employeurs pour mettre dans la poche des salariés. Il s'agit de prendre dans la poche du collectif salarié pour mettre dans la poche des individus salariés. En gros, c'est réduire la part du salaire différé. Vous me suivez ? Ok. Alors il y a des mesures très symboliques, l'augmentation de l'inflation, il y en a une bien connue où elle nous dit, voilà, on ne peut pas bénéficier du RSA sans travailler à côté. Donc on est obligé d'avoir une activité en plus, d'accepter une activité en plus de sa recherche d'emploi. Il faut contrôler la recherche d'emploi, avec un objectif de contrôle de 25% des chômeurs de catégorie A tous les ans, etc. Il faut mettre en œuvre un grand plan géré par les régions pour la reconversion des salariés et des demandeurs d'emploi. Donc vraiment, il faut mettre la pression, dans le fond, sur les gens qui sont sur les marges de l'emploi pour qu'ils soient réintégrés au marché du travail. Alors, je vous présente les choses de manière comme ça un peu sombre. Il se trouve que le programme est sombre. Pour remettre les choses dans l'ordre moral, celui qui a présidé à la construction de ce programme, on est vraiment dans l'idée que c'est la réalité. Il faut se colter la réalité, elle est dure, elle est ainsi, elle est... Bon. Et que donc, certes, on peut nous taxer de faire la guerre aux chômeurs, mais en réalité, c'est pour un bien commun. À terme, oui, je vous écoute. Vouloir inscrire une politique dans la réalité, mais en niant, là, vouloir pousser absolument les gens à vouloir trouver du travail, alors qu'il n'y a pas forcément de travail à trouver, ça biaise... Non mais, je ne vous parle pas de... Faites attention, le terrain est glissant. Ce qu'on essaie de faire, c'est de démanteler une proposition à démonter, pour regarder comment elle pourrait se positionner en tant que proposition pour la vie psychique des citoyens, pour la vie de l'âme des citoyens. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas de savoir si elle a raison ou tort. On postule sa bonne foi et on regarde ce qu'elle dit. C'est tout. On refuse absolument d'aller plus loin, parce qu'on a 12 programmes à faire, et que par ailleurs, sinon on s'engueulerait politique. Or là, ce n'est pas ça qu'on fait. On utilise des outils théoriques pour regarder comment ça peut informer la réalité. Or là, très clairement, ce qui est dit, c'est avant une hypothétique prospérité commune, je promets de la souffrance. Elle ne sait pas qu'elle le dit, mais elle le dit. Voilà. Et ce n'est pas une interprétation de ma part, elle réunit des conditions objectives de production de souffrance psychique au travail. En augmentant l'instabilité, en flexibilisant les gens, en ne produisant pas d'identité, pas d'intégration, en augmentant la demande, en réduisant la latitude décisionnelle, en fragilisant les gens par rapport à leur employeur, etc. etc. Voilà. Donc littéralement, on coche toutes les cases. Là vraiment la flèche elle est vers la souffrance psychique, quoi. On peut rien dire de plus. C'est voilà. Pas qu'on le sache pas. Encore une fois, ça rentre dans une morale explicite. Du sang et des larmes pour le bien commun, pour le salut commun. Et plus généralement, quand on vous entendez travailler plus pour gagner plus, ça ne veut pas dire qu'il faut s'épanouir au travail et jouir comme un dingue
pour gagner plein d'argent. Ça veut dire l'effort paye. C'est cette morale-là qui est là. I will work harder. C'est vraiment ça, quoi. Excusez-moi, je cite La ferme aux animaux, mais visiblement tout le monde n'a pas lu Orwell. C'est pas grave, ça viendra. Bon, lisez Orwell. La ferme aux animaux, 1984. Très bien. Marine Le Pen. J'ai failli faire un truc pas neutre du tout. Alors, Marine Le Pen, je lui suis très reconnaissant parce que son programme sur le travail tient sur une feuille de papier à cigarette. C'est pas du tout central dans le programme du Front National. La réorganisation du travail n'est pas du tout centrale dans le... Et je dis rien en disant ça. Vous prenez les 2 premiers points, c'est arrêter l'immigration incontrôlée et éradiquer les idéologies islamistes. Voilà. C'est pas réorganiser le travail. Il y a des choses qui concernent le travail, notamment à travers la lutte contre l'immigration, l'engagement le plus tôt possible des jeunes gens dans le marché du travail, un certain nombre de mesures libérales, décider de ne pas bouger le régime de retraite, de rester dans l'euro. En gros, il y a un pacte de stabilité, un peu de libéralisme, moins que chez Zemmour, mais enfin un peu de libéralisme traditionnel en fait dans le Front National, mis à part le passage Philippot, plus de gaullisme social, enfin voilà. Donc là, c'est très intéressant, c'est quelqu'un qui nous dit, dans le destin collectif, le travail n'est pas premier. C'est pas au travail qu'on fera la France. La France se fait sur la question identitaire, autour de la grande fête du collectif, autour du grand bûcher de l'identité. Voilà. Alors, c'est très joli, son site internet, il y a des petits onglets comme ça avec marqué aime l'agriculture, aime les transports, pour aime comme Marine. On a vu des tonnes de réunions design thinking top poète pour faire un truc aussi bien chiadé. Excusez-moi, je glisse. Faut me lancer des trucs, hein. Je vous ai dit. Donc, on a un programme qui nous dit voilà, ce qui est premier, c'est l'identité. C'est pas la performance collective, c'est pas le travail. Et en ce sens, la vie quotidienne se joue pas tant au travail que dans un effort collectif autour de l'intégration. Intégration, toujours, où le travail n'est pas central. Intégration qui se fait autour d'autres symboles. Le drapeau, les valeurs, l'amour de la terre, les clochers, voilà. Mais sinon, c'est vrai que pour le reste, aider les TPE, PME, préserver une saine concurrence pour nos entreprises, et quelque chose de très prudent vis-à-vis de l'Union européenne. Il faut la critiquer, mais sans la remettre en cause complètement. C'est intéressant sur ce qui concerne les pans. Mettre fin à cette hyper-normalisation souvent initiée par l'Union européenne. C'est tout à fait vrai. L'Union européenne est un régime pour l'essentiel inspiré par l'ordolibéralisme. Vous apprendrez ce que c'est plus tard. Et confère une de mes vidéos sur l'ordolibéralisme, enfin une série de vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir ça. Donc c'est un régime qui produit énormément de normes, par essence, c'est vrai. Mais elle ne dit pas il faut sortir de l'UE pour sortir des normes. Donc dans le fond, c'est quelqu'un qui dit, dans le fond, sur les questions de la vie psychique au travail, ben avec mon programme, il n'y aura pas vraiment de changement. Le seul changement qui est peut-être pensable, c'est un élan d'amour en même temps qu'un élan de haine. Et c'est un peu moins caricatural qu'avec Zemmour, mais c'est vraiment dans un élan de refondation, d'amour, d'intégration, etc. Et en repoussant les autres, en identifiant bien l'ennemi à l'extérieur. Donc la différence entre Le Pen et Zemmour, c'est que pour Le Pen, l'ennemi est surtout à l'extérieur, même s'il y a des idéologies islamistes dedans. Alors que pour Zemmour, l'ennemi est aussi à l'intérieur. Et il faut purifier jusqu'au dedans du dedans. D'accord ? Bon. Mais on va d'ailleurs mettre ces deux en bloc, je vais prendre Zemmour juste après, parce qu'il se caractérise par le fait qu'ensemble, ne place pas du tout le travail au centre. Pas du tout, du tout. Au point qu'il n'y ait pas d'onglet travail dans son programme. C'est un peu fou. Bref. Alors, je vais voir Zemmour maintenant.
Allons voir Zemmour maintenant. Éric Zemmour, candidat du parti Reconquête. Vous remarquerez que je parle très peu des candidates de leur vie privée, de ceci, de cela, c'est pas ça qui nous intéresse, hein, naturellement. Alors lui c'est pratique parce que d'abord il fait faire des économies de papier. Son programme sur le travail, c'est ça. Vous voyez? Non, vous voyez pas bien. Il y a cette page-ci et cette page-là. Ça doit peser 30 ou 40 fois moins par exemple que les propositions de l'avenir en commun sur le travail. Encore je suis gentil. Et alors, là encore, ce qui frappe, c'est l'absence de centralité. L'absence de centralité. Le travail n'est pas du tout central. Ce qui est central, c'est la remigration, le grand remplacement, voilà. Regardez bien. Vous avez un panel qui définisse des propositions dans le mode de régulation des conflits, la répartition des biens, la répartition des statuts. En gros, qui définissent le champ du politique tel qu'on l'entend, on l'accepte aujourd'hui. Qu'est-ce qui est négociable dans le champ politique? Et à l'intérieur de ça, certains candidats disent, dans le fond, le travail est plutôt à l'extérieur du champ politique. Vous voyez? On en parle un peu, mais marginalement. Ça n'est pas central. Ça n'est pas le lieu où se fait le social. D'autres vont au contraire postuler l'inverse. Donc c'est un vrai point de distinction radicale entre les candidats et les candidates. Lui c'est pratique parce que je peux lire tout son programme d'un coup, comme ça ce sera fait. Donc je protégerai les travailleurs français, je favoriserai les recrutements. Attends, je vais lire les sous-phrases parce que ça va expliciter. Je protégerai les travailleurs français. Ambitieux, hein. En luttant contre les délocalisations d'emplois, de services, en pénalisant les entreprises qui ont recours dans l'attribution de marchés publics. Il ne s'agit pas de fermer les frontières, il ne s'agit pas de sortir de la zone euro, il s'agit juste de sanctionner les gens qui ont recours dans des marchés publics. Mettre fin au dumping social provoqué par l'actuelle directive européenne sur les travailleurs détachés. Donc là c'est bien, parce qu'en plus on dit que c'est la faute des travailleurs polonais, des plombiers polonais, des travailleurs roumains qui viennent. On sort de ça, on rétablit les frontières. Je favoriserai les recrutements. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une politique de l'offre d'emploi, c'est ça qu'on vise. En favorisant les embauches, en exonérant de cotisations patronales toutes les petites entreprises de moins de 11 salariés, pour seulement 2 embauchés en CDI pendant 2 ans. Favoriser la mobilité des chercheurs d'emploi sur le territoire, intéressant, en versant directement la moitié des euros au chômage en cas de déménagement pour prendre un nouvel emploi. Développerait l'apprentissage et la formation, favoriser le pouvoir d'achat des apprentis, favoriser l'embauche des apprentis en CDI, revaloriser les métiers manuels et les formations professionnelles. Ça sent bon au terroir. Non, zut, la jolisse. Pardon. Pourquoi personne ne m'a encore rien ajouté? Et enfin, je simplifierai le dialogue social. Là, c'est très rigolo. Il n'a pas écrit « je favoriserai le dialogue social ». Il a écrit « je simplifierai ». C'est très honnête de sa part. En fait, en supprimant des instances et des étapes de négociation. Relever le seuil de 50 à 250 salariés pour l'obligation de consulter le comité social et économique tout en maintenant les œuvres sociales et culturelles pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, vous voyez que c'est modeste comme proposition d'impact sur l'organisation concrète du travail. Et en gros, l'idée c'est un patriotisme qui doit ressouder. Donc peut-être un petit impact sur l'intégration, peut-être un petit impact sur le soutien social de ce côté-là. Et un ensemble de mesures libérales renforçant traditionnellement la vulnérabilité des employés par rapport au marché du travail. Enfin, et toujours dans une logique libérale traditionnelle, des réductions de charges pour les employeurs censées favoriser la création d'emplois. Mais plus de flexibilité, de mobilité, plus de vulnérabilité par rapport au marché de l'emploi. Bon, on est probablement dans une situation dans laquelle ce qui est proposé, et c'est vraiment une toute petite variation par rapport à aujourd'hui, c'est une légère augmentation de la souffrance psychique au travail, peut-être compensée par un surcroît d'intégration lié au patriotisme économique. Mais là encore, il faut rendre justice et être honnête.
le travail est à ce point-là décentré que dans le fond, on ne peut pas en attendre, pardonnez-moi, un impact majeur. C'est pas là qu'ils proposent l'effort collectif. Mais nous remercierons messieurs Zemmour et madame Le Pen d'avoir proposé des grands points morts dans leur programme, comme ça au moins ça permet d'accélérer. Bien. Il me reste Hidalgo, Jadot, Macron, Avenir en commun et Nathalie Arthaud. Et il me reste pour ça combien de temps? Oh, ça va. Ça va, ça. Parce que Nathalie Arthaud aussi, pour certaines raisons, ça ira vite. Alors on arrive à Anne Hidalgo. Alors, sans toutefois qu'elle propose de théorie du travail, et du rôle social du travail dans la réorganisation de la société, etc., il y a dans le programme d'Anne Hidalgo une vraie centralité du travail et en quelque sorte, le programme commence en disant il faut commencer par revaloriser le travail. Revaloriser au moins symboliquement et financièrement. De manière assez étonnante, étant donné son passé au Parti socialiste, le programme d'Anne Hidalgo est plutôt un programme socialiste de gauche, à l'aune du Parti socialiste. Donc elle souhaite augmenter les salaires, mettre fin aux différences indécentes de rémunération. Indécente, c'est son terme. Hein. Donc un écart pas plus de 1 à 20 entre plus bas et plus haut salaire. Assurer l'égalité réelle des salaires entre hommes et femmes, avec de la dénonciation des entreprises qui ne le feraient pas, des sanctions sous forme d'amende, pour corriger cette situation progressivement. Et donc l'idée, c'est un travail qui soit plus rémunérateur et qui place les gens dans des situations par rapport à la vie quotidienne moins vulnérables par rapport à la pauvreté, par exemple. Alors il faut lutter contre le chômage, protéger du chômage, avec une théorie, pour le coup, assez libérale, assez proche de ce que propose Emmanuel Macron dans une autre forme Valérie Pécresse. Il faut faire du temps de chômage un vrai temps professionnel de requalification, réorientation. Le temps de chômage deviendra réellement un temps d'activité au service du projet professionnel grâce à des bilans de compétences et à la formation tout au long de la vie. Je me demande combien de temps on va continuer à appeler ça chômage. Parce que chômer un jour, c'était littéralement consacrer un jour à la prière ou au service de Dieu. C'était vraiment chômer, c'était le contraire de travailler. Et là maintenant, on voudrait absolument que le chômage soit du travail. C'est rigolo, non? Vous trouvez pas? Bon, ça va, là j'ai pas glissé. C'était réellement un commentaire anthropologique. Bien. Alors, il faut demander, pousser, inciter, mais doucement, les entreprises à réduire le temps de travail. D'accord ? Et il y a dans les propositions d'Anne Hidalgo une certaine dimension de consultation, de démocratie participative, de démocratie sociale en entreprise. C'est une dimension qui existe. Par exemple, pour l'augmentation du SMIC et l'augmentation des salaires dans les différentes branches, elle va proposer qu'il existe au moins une fois, pas de manière récurrente, mais au moins une fois, des négociations salariales dans les branches professionnelles. Donc il y a cette idée d'un peu plus d'autonomie dans les branches. Alors ensuite, elle veut favoriser l'accès aux droits des salariés dans les petites entreprises et par ailleurs lutter contre les statuts des personnes ubérisées en leur donnant accès à un véritable statut de salarié. Donc dans le fond, je dirais que le programme d'Anne Hidalgo consiste essentiellement en l'idée de mesures techniques, pas dit technocratiques, mesures
techniques pour diminuer la vulnérabilité des salariés et, même si ça prend moins de place dans le programme, améliorer la condition des femmes et lutter contre les inégalités. Donc dans le fond, parce qu'elles ont un aspect techno contrebalancé par un petit peu de démocratie sociale en entreprise et qu'elles proposent de diminuer la vulnérabilité et donc en ce sens le soutien social, je proposerais un léger bouger vers le haut. C'est-à-dire on maintient la demande psychique, mais on augmente un peu la latitude décisionnelle et le soutien social. Et donc on a quelques chances, avec une application de ce programme-là, d'avoir un peu moins de souffrance psychique au travail. Voilà. Voilà en gros l'état de la promesse dans le programme d'Anne Hidalgo. Alors le programme de Yannick Jadot est très étonnant. Donc Yannick Jadot est le candidat d'Europe Écologie Les Verts, le parti principalement écologiste, présent à l'élection présidentielle 2022 en France. Et il est le seul à expliciter de manière compacte, d'ailleurs c'est très court finalement ce qu'il dit sur le travail, une théorie du travail. Vraiment une théorie du travail. Et la théorie du travail, c'est notre rapport au travail doit être repensé pour mieux partager la richesse au sein des entreprises, redonner du sens au travail et au temps qui y est consacré, et bien sûr reconnaître la valeur des métiers et fonctions essentielles. Or là, vous avez 3 dimensions, le partage des richesses, les statuts, et ce qui est au centre, c'est pas le mode de régulation des conflits, attention. On ne change pas les institutions européennes, on ne change pas les institutions françaises, pas le programme écolo. Par contre, le sens. Et le sens qui est donné, si je traduis le reste du prologue de la partie réservée au travail dans le programme de Yannick Jadot, ça consiste à dire la manière dont on travaille, c'est la manière dont on travaille le monde, dont on transforme le monde, et c'est donc là que l'essentiel de l'effort doit être porté. Il faut absolument qu'on change notre rapport au travail, on ne peut plus être dans une logique productiviste, il faut qu'on soit dans une logique qui soit simultanément écolo et sociale. Alors on retrouve la mesure d'Anne Hidalgo, il ne faut pas d'écart de revenus supérieurs entre 20 fois le SMIC à l'intérieur d'une même boîte. Bon. Pas de revenus supérieurs à 20 SMIC. Un dialogue social renforcé, plus de participation à la direction des entreprises, des personnels, plus de démocratie sociale aussi. Un socle de droits pour les auto-entrepreneurs. L'idée qu'il faut développer à l'intérieur du cadre européen de normes une Europe sociale. Évidemment l'égalité homme-femme. D'un point de vue salarial. Et pas... Enfin, c'est pas détaillé, mais peut-être atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, si ça inclut les deux, a priori. Donc, à qualification égale, poste égal, et à poste égal, salaire égal. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aurais espéré une participation. Je suis fou. Donc, faire prendre des mesures en faveur des CDI, favoriser la stabilité versus instabilité, revaloriser les salaires, revaloriser le SMIC. Donc, dans l'ensemble. Bien que ce soit là encore essentiellement avec des mesures techniques, plus qu'avec des protestations de valeurs ou avec des actions spécifiques sur la qualité de vie au travail. L'idée est d'augmenter la démocratie sociale, la participation sociale à la vie de l'entreprise, le fait qu'on ait un rôle simultané de citoyen et de salarié. Il y a une dynamique de protection, de lutte contre la vulnérabilité, et on peut donc dessiner à peu près exactement de la même manière qu'avec Anne Hidalgo, un mouvement à nombre de normes égales, à demande psychique égale,
un mouvement vers la latitude décisionnelle et le soutien social, et donc postuler une diminution légère ou substantielle de la souffrance psychique au travail. Je soulève un tout petit point d'alarme au passage. Dès lors que on imagine, et c'est une approche parfaitement matérialiste dans le fond, que ce qui préside aux décisions de la société, c'est par exemple l'évolution climatique et les nécessités identifiées par des experts pour réagir à l'évolution climatique, dès lors, on se place dans une perspective dans laquelle le négociable est très limité. À l'échelon national, on discute des modalités d'application, mais le fond est à la main d'une expertise réservée, externe. Donc il y a à cet endroit-là une participation démocratique à totalement réinventer, qui n'est pas forcément disponible. Il y a aussi l'idée de vivre mieux et de diminuer le temps de travail. Donc c'est vraiment quand même l'idée d'une amélioration globale de la vie au travail qui est dans la promesse. Bon. Alors, ouais, on va faire Emmanuel Macron. Je me permets de ne pas l'appeler Monsieur le Président Emmanuel Macron, puisque nous parlons ici du candidat. Monsieur le candidat Emmanuel Macron propose dans son programme, en gros, on pourrait dire, 3 axes. Mieux vivre de son travail, travailler plus longtemps, travailler mieux. À vrai dire, oui. C'était quoi le premier? Mieux vivre de son travail. Donc qu'il y ait plus de primes qui ne soient pas chargées, sans charge. Avoir obligatoirement un dispositif de partage des profits, prime Macron, participation ou intéressement. Baisser les charges pour les indépendants. Faciliter la transmission des fruits de son travail, aucun impôt de succession, etc. Comme Valérie Pécresse, il veut conditionner le RSA à une activité, en quelque sorte pour mettre la pression sur les gens en inactivité, tout en rentrant dans une espèce de morale dans laquelle tout revenu mérite engagement. On ne peut pas avoir de l'argent sans rien faire pour le mériter. Donc travailler plus longtemps, retraite à 65 ans, naturellement. Abolition ou abrogation le plus rapidement possible des régimes spéciaux. Et créer des dispositifs pour que chacun devienne en quelque sorte l'investisseur, le gestionnaire de son temps dans le cadre d'une vie, qui permettent de flexibiliser le travail et flexibiliser le temps de travail, l'accumulation de droits, avoir en quelque sorte même un dispositif social adaptable à la conjoncture économique, puisque vous savez que par exemple les règles du chômage, dans la proposition présidentielle de M. Emmanuel Macron, changent. S'il y a beaucoup de chômage, on crée des règles favorables aux chômeurs, on a le droit à des indemnités sur un temps plus long avec moins d'incitatifs ou de contraintes pour retourner au travail. S'il y a peu de chômage, au contraire, on rend la vie impossible aux personnes au chômage pour qu'ils réintègrent le travail. D'accord ? Quand il y a peu de chômage, c'est très dur d'être au chômage. Quand il y a beaucoup de chômage, c'est très confortable d'être au chômage, pour caricaturer. Vous me suivez ? Donc c'est pas un dispositif contracyclique, c'est un dispositif cyclique. Quand le chômage va bien, voilà, quand il y a un taux faible au chômage, pour le dire autrement, pour que le paradoxe apparaisse mieux, plus il y a de chômage, plus on garantit de droits au chômeur. Moins il y a de chômage, moins on garantit de droits au chômeur. Ça va ? Sachant qu'il y a de très nombreuses astuces pour dissimuler. Oui. Pour certaines mesures, comme par exemple la flexibilité du travail, ça ne concerne pas tous les travails. Du coup, est-ce que ça rentre dans une analyse globale de la psychique de la psychique? Alors, ça concerne tous les métiers. Je vous lis le passage en question. Pourquoi travailler plus à certains moments, pouvoir travailler plus à certains moments et moins à d'autres avec un compte épargne-temps universel. Donc, l'universalité doit pouvoir s'appliquer à toutes les professions.
Voilà. Pour monétiser ses RTT, jours de congé, ou bien les mettre de côté et choisir plus tard dans sa vie d'avoir plus de temps pour soi et ses proches, pouvoir concilier vie familiale et professionnelle avec la garantie d'une solution de garde accessible. Donc en fait, pour résumer, mais idéologiquement c'est très pur, c'est très simple. Démutualiser, individualiser. Démutualiser les risques, sortir des systèmes de mutualisation des risques. Un instant, je vous prie. Oui, je sais. Je suis un dangereux autoritariste primitif. Ils n'arrêtent pas en plus, les bougres. Je vais les mordre. Donc démutualiser, que ce soit le système d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, c'est vraiment cette idée-là. Démutualiser, individualiser. Or, le prix de ça, vous pouvez le voir d'un point de vue positif. Vous pouvez dire, ben oui, mais si on individualise les gains et qu'on individualise les risques, si j'ai des gains, je les garde pour moi. Ah, c'est plus motivant, ça va créer des agents économiques plus motivés, c'est la théorie. Et pourquoi pas une certaine pratique. Mais simultanément, et si on regarde les choses d'un point de vue objectif, vous démutualisez les risques, vous individualisez les risques. Or, avec des risques individualisés, des situations dans lesquelles les individus sont plus flexibles, par le fait, parce qu'on le leur impose, pas parce qu'ils le souhaitent nécessairement, je ne sais pas s'ils le souhaitent, pas là la question, c'est qu'en fait on crée des dispositifs dans lesquels il y a plus de vulnérabilité, tout simplement. Plus d'instabilité, plus de vulnérabilité. Tout simplement. Par conséquent, là pour le coup, c'est limpide. C'est comme si vous disiez, regardez, je suis parti de là, j'ai fait une flèche vers plus de souffrance psychique au travail, et ben je continue exactement pareil. Voilà. C'est aussi simple que ça. La seule vraie différence avec le programme de Valérie Pécresse, vraiment massive de ce point de vue-là, qui elle aussi propose en gros du sang et des larmes, pour la vie psychique au travail, la vraie différence notoire, c'est qu'il n'y a pas de morale là-dessus. Le candidat Emmanuel Macron ne fait pas la morale aux gens. Il ne leur dit pas « et c'est bon de souffrir ». Il dit simplement « ça va être la compétition ». Voilà. Et on va individualiser les risques et les gains. Dot. Dans le cadre de quelque chose comme un modèle de Pareto, c'est-à-dire l'augmentation des inégalités bénéficiera aux plus pauvres, pour ceux qui ont fait un peu d'économie. Voilà. C'est du libéralisme un peu plus tradit. C'est vraiment. Bien. Quand on arrive au gros morceau, ceux qui ont fait de la littérature, là, j'y ai à une très humble mesure participé dans le cadre de consultations, donc je les accable pas, mais on a un énorme programme. L'avenir en commun. Donc le programme de la France Insoumise, qui est sans doute possible, déjà le plus gros programme, le plus long, et le plus détaillé en ce qui concerne la question du travail. Sans pour autant d'ailleurs qu'on puisse réellement identifier une centralité du travail dans ce programme. C'est bourré de mesures et de détails, et néanmoins, si vous demandez à Jean-Luc Mélenchon quel est le cœur de son programme, il ne va pas répondre le travail. Il dit globalement, c'est créer de l'harmonie entre les gens et la nature. Bon, c'est ça la réponse. Ça passe par une transformation du travail, mais aussi essentiellement par une transformation des représentations, une transformation du mode de régulation des conflits qui est première, avec la 6ème République et la Constituante, et le RIC, enfin, etc. etc. Donc, bien que les chapitres soient énormes, je ne sais pas si on peut réellement postuler de centralité du travail dans ce qui est proposé. Alors, et une fois encore, je me répète, on a affaire à des documents totalement différents presque en nature. Bien que l'un et l'autre soient des programmes, vous prenez le programme d'Éric Zemmour sur le travail et le programme de Jean-Luc Mélenchon sur le travail, c'est comme si on comparait une fiche de lecture et un article. Ça n'a pas la même qualité, pas la même quantité, c'est pas la même chose. Néanmoins, on va s'attarder un petit peu aux propositions. Donc d'abord, il y a
l'idée d'une garantie d'emploi. Une réduction du temps de travail et de la qualité, une amélioration de la qualité de vie au travail. Lutter contre les contrats précaires dans les entreprises en installant des quotas pour que les entreprises ne puissent pas fonctionner essentiellement sur des contrats précaires. Si on applique ça au service public, Tolbiac ferme demain. Si on dit qu'il n'y a pas plus de 5% de travailleurs précaires à Tolbiac, Tolbiac ferme immédiatement. Il n'y a plus d'enseignants. C'est pas 5%, c'est 60% de vacataires ici. Vous voyez ? Juste pour remettre les pendules un petit peu à l'heure. Augmenter le SMIC, punir sévèrement le non-respect de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, beaucoup de démocratie sociale, créer dans l'entreprise une commission de contrôle salarié sur l'égalité des femmes et des hommes, organiser une conférence sociale pour revaloriser en matière de salaire, de conditions de travail par professionnels les métiers occupés majoritairement par des femmes, interdire les parachutes dorés, les retraites chapeaux, supprimer les stocks options, refuser la réforme du chômage, de l'assurance chômage menée par Emmanuel Macron en ce moment. Il y a des articles explicites sur la souffrance psychique au travail, reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, doubler les effectifs de l'inspection du travail, restaurer les CHSCT, c'est-à-dire des instances internes aux entreprises capables de produire des diagnostics sur ce qui se passe en termes de santé à l'intérieur des entreprises et des contrôles. D'autres mesures pour favoriser quelque chose comme un socialisme associationnisme, une économie associationniste, coopérative, mutualiste, avec l'idée de créer un droit de préemption pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise sous la forme d'une coopérative, SCOP ou SIC. Vous savez, quand il y a une délocalisation, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va au tribunal de commerce et qu'on revend à un entrepreneur privé, ou est-ce qu'on donne un droit de préemption aux gens qui sont là pour récupérer immédiatement leur outil de production et être capable de produire ? Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Toujours est-il que, là, littéralement, vous avez une promesse tout azimut sur le mode de régulation des conflits en entreprise, la démocratie sociale, la lutte contre les inégalités au travail, la lutte contre la vulnérabilité au travail, la lutte contre la souffrance psychique au travail. Enfin, c'est littéralement une proposition qui fait de ça un champ de transformation tout azimut. Pour le dire autrement, la promesse qui est là, et ce qui serait effectif si ce programme-là recevait mandat post-législatif d'entrée en application, c'est une réforme radicale de l'organisation du travail dans le pays. Tout azimut. Voilà. Et le sens de cette proposition, sur tous les items qu'on a pu identifier, sauf peut-être celui de la création d'identité. Et je ne parle pas de l'identité telle qu'on peut la trouver dans les programmes d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, qui n'est pas une identité comme on a pu voir dans le bouquin de Claude Dubar, La socialisation, avec les 4 modèles de production d'identité. Le physicien, l'entreprise, l'officier, et à l'échelle de l'atelier, là on parle d'identité comme un symbole externe produit à l'échelle nationale. Cette question identitaire n'est pas très présente, mais pour le reste, tous les items qu'on a pu voir dans les séances précédentes sont adressés ici. Il nous reste du temps, c'est miraculeux, parce que dans l'autre j'ai fini hyper pressé, ça n'allait pas du tout. On va donc ralentir et passer au programme de Nathalie Arthaud, mais avant ça, je vous donne la parole. Vous avez annulé ? On peut rester un petit peu sur Méluche, on a le temps. Alors, j'essaie de ne pas trop en faire puisque je vous ai fait part de mon investissement dedans. Il y a aussi un travail très intéressant qui est produit. Pas dans le livret travail, dans le livret planification écologique, sur l'intensité sociale des emplois créés et les changements dans les filières. Par exemple, si au lieu d'avoir un entrepôt dans lequel vous stockez du ciment acheté à l'étranger, où vous avez acheté des matières premières et déjà transformées, vous faites que l'assemblage sur place, si à la place de ça, vous faites des cimenteries locales, des filières de bois terre-paille locaux,
vous renouvelez complètement la filière du bâtiment. Quelqu'un qui sait faire du bois terre-paille, des enduits en bois terre-paille, qui habite là, son emploi n'est pas délocalisable, sa matière première n'est pas délocalisable. Et par conséquent, lui, il va travailler là, ou elle va travailler là de manière continue, mais par ailleurs, va mobiliser des gens sur place pour travailler pour elle, avec elle, dans une espèce d'harmonie avec l'environnement immédiat. Donc il y a cette idée que certains types de modifications de pratiques, par exemple dans la rénovation ou la construction de bâtiments, vont créer de l'intensité, des emplois à haute intensité sociale, c'est-à-dire non délocalisables et qui par ailleurs engagent du travail local par ailleurs. Bon. Donc c'est vrai que, dans le fond, on pourrait croire que les gens de ce parti-là sont partis, dans le fond, d'un diagnostic assez complet, sociologiques et psychosociaux sur l'état du travail en France aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait adresser pour diminuer la souffrance psychique au travail. On passe maintenant à Nathalie Arthaud. Alors, oui, finalement, il la pose. Du coup, pour réduire pour traiter le problème, il propose une focale d'analyse à une échelle plus locale et du coup plus, pas individualiste, mais individualisé. C'est très... C'est pas simple. Alors, pour ce qui concerne la démocratie sociale en entreprise, le rôle des partenaires sociaux, le rôle des conférences qu'on peut faire à l'intérieur des entreprises, il y a l'idée que des collectifs à l'intérieur des entreprises, des organisations, vont se créer à une échelle plus locale qu'à l'échelle nationale, à l'échelle de la boîte, à l'échelle de l'institution, à l'échelle des branches, à l'échelle nationale, recréer des collectifs à ces différentes échelles et les faire discuter. Mais il y a des points aveugles. Il y a des points aveugles, par exemple, et qui sont discutés en ce moment, parce que l'organisation ne sait pas exactement quelle option défendre dans un cadre de constituante, puisqu'il y a toujours ce tweet. Par exemple, comment s'assurer que la nouvelle constitution garantisse une participation populaire à la négociation de la planification écologique dans l'entreprise, dans la commune. Des propositions sont faites, les choix ne sont pas arrêtés. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis engagé dans une discussion. Bien. Nathalie Arthaud va y venir enfin. Nathalie Arthaud, qui est la candidate de Lutte ouvrière, autre parti trotskiste, qui en a. On commence et on finit par les trotskistes, à part la salle. Alors, elle, encore, comme Yannick Jadot, il y a quelque chose d'assez étonnant, assez perturbant. Alors, la première chose qui est explicite, et je peux reprendre ces termes, il n'y a pas de promesse. En fait, il n'y a quasiment pas de programme qui se manifesterait sous forme de promesse, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. Parce que Nathalie Arthaud écrit « Je ne fais pas de promesse électorale ». Contrairement aux autres, je ne fais pas de promesse électorale. Les augmentations de salaire, il va falloir les arracher au patronat par nos luttes collectives. En mai 68, la grève générale a forcé le patronat à augmenter les salaires de 30%. Eh bien, voilà la méthode à employer. Renouer avec les luttes, les grèves et se faire craindre du patronat et du gouvernement. Voilà. Donc là, on a littéralement quelqu'un qui dit « Je ne vous fais pas de promesses, je participe à votre conscientisation pour que vous arrachiez à votre condition. » Voilà. C'est pas mon rôle de faire des promesses, mon rôle c'est de vous rappeler quelle est exactement votre condition, quelles sont les causes et les conséquences de la situation. Bien. Mais moi je ne fais pas de promesses. C'est aux salariés de se mobiliser pour renverser le capitalisme. Alors évidemment, il y a des affirmations de souhait. Souhaite par exemple qu'il n'y ait aucune allocation en dessous de 2 000 € par mois. Que toutes les allocations soient indexées sur le coût de la vie. Et les variations du coût de la vie, sous-entendu l'inflation. Il faut, selon elle, abattre le secret commercial, le secret bancaire, le secret des affaires, en tant qu'arme du grand capital contre le prolétariat.
Elle dénonce comme une escroquerie, par exemple, les indemnités inflation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, puisque ce sont les salariés eux-mêmes qui, à travers les cotisations sociales, c'est-à-dire leur salaire, financent, et les impôts, financent leur propre porte-monnaie, en payant, par ailleurs, en n'intervenant pas directement sur le prix, c'est-à-dire, dans le fond, sur les bénéfices des vendeurs. En l'occurrence, sur le pétrole ou sur l'énergie. En gros, ça permet de continuer à payer très cher des acteurs privés en sollicitant la solidarité nationale. Bon. Donc, ce qui est très particulier dans la position de Nathalie Arthaud, vraiment, je vais essayer d'être fidèle à ce qu'elle a écrit, c'est l'absence de promesses. Et cette idée que ce qu'elle propose, dans le fond, c'est presque un doublement de la demande psychique. Non seulement vous devez répondre aux exigences de l'employeur, mais sur le temps dont vous disposez, vous organisez, vous mobilisez, luttez pour organiser le changement des conditions d'organisation du travail. Donc les changements qui occasionneront de ça sur votre qualité de vie, qui résulteront de ça sur votre qualité de vie, au travail et à l'extérieur du travail. Et donc, je dirais que, à demande psychologique égale ou croissante, elle propose une augmentation de la latitude décisionnelle tempérée par le fait que il ne s'agit pas de libérer l'individu et de l'émanciper du travail, il s'agit de maximiser la participation de chacun à l'effort collectif pour produire le travail et les règles du travail. C'est vraiment la liberté dans un sens pas du tout libéral. La liberté dans le sens capacité à participer à la production des contraintes collectives, de l'ordre collectif. Donc c'est vraiment la dernière flèche rouge là. C'est bon. Ça va ? Évidemment, dans un premier temps, ce qu'elle propose, c'est pas tant la création d'un État communiste que la prise de contrôle par les employés, par les salariés, sur les décisions des capitalistes. Alors, je voudrais revenir tranquillement à ce que je vous ai dit en introduction et le déployer maintenant qu'on a traversé les 12 programmes. J'espère que vous avez trouvé le traitement à peu près honnête. Et d'accord, oui, allez-y. On n'a pas fait Roussel. Oh, c'est un scandale. Alors Roussel, comment j'ai pu Roussel. Il est là. Alors, Roussel a un programme qui est étonnant, lui aussi, et d'une autre manière encore, c'est que ce qui est dominant dans la présentation substantielle, c'est assez long son programme, des réformes qui concernent le travail, et par ailleurs c'est son objectif numéro 1, une révolution du travail et la revalorisation des salaires pour une sécurité de l'emploi et la formation, c'est que la théorie mobilisée n'est pas la théorie marxiste traditionnelle. Il ne nous explique pas que c'est l'organisation du travail qui fait l'histoire, que l'infrastructure domine la superstructure. Il sort complètement de ce vocabulaire marxiste. Dans le fond, on a l'impression qu'il répond à un énoncé libéral qui est le capital crée les emplois, le capital crée les richesses, en décrivant clairement la France qui ne vit que de son travail est ravagée par les logiques financières du capital et du profit. Les politiques d'austérité, la casse des droits sociaux conquis de haute lutte, etc. etc. Donc c'est une prise de position en disant c'est le travail qui produit la valeur. Donc, il souhaite, dans l'ensemble, même s'il n'adresse pas la question de la souffrance psychique au travail directement, créer des conditions d'amélioration globale de la condition des gens qui travaillent, à travers une politique de l'emploi, création massive d'emplois, notamment dans le secteur public, sortir les gens des tensions par rapport au marché du travail, qui décrit comme, dans le fond, une logique folle et inhumaine qui permet au patronat d'avoir en temps réel et à moindre prix les salariés et les qualifications dont il a besoin.
Ils souhaitent augmenter la mobilité des gens, mais que ce soit une mobilité choisie et non subie. Vraiment créer des espèces de parcours sécurisés d'emploi et de formation. Les 11 mesures, pour être considérées, comme ça vous les aurez, sont assez techniques. Et c'est pour ça que ça s'éloigne de la dimension souffrance psychique au travail, et qui dans le fond restent dans une optique productiviste, sont les suivantes. Un mouvement d'augmentation générale des salaires et des minima sociaux et des pensions. La loi El Khomri, des ordonnances et la loi Borne sur l'assurance chômage, donc tout ce qui vulnérabilise les chômeurs seront abolis. Tous les plans sociaux et les licenciements en cours seront suspendus. Les salariés et leurs représentants disposeront de droits décisionnels nouveaux. Des conférences permanentes pour l'emploi, la formation, la transformation écologique des productions seront organisées. Donc dans le fond, on ne change pas tellement le modèle existant, mais on inclut une forme de démocratie sociale et de participation populaire à la prise de décision de cette organisation du travail. Une loi sur la sécurité de l'emploi ou de formation sera proposée au Parlement. Un nouveau service public unifié de l'emploi et de la formation professionnelle sera créé. Une loi rétablira la retraite à 60 ans à taux plein, donc on réduit le temps de vie au travail. La semaine de travail passera à 32 heures, sans diminution de salaire. Les travailleurs et travailleuses des plateformes numériques, donc là c'est la même mesure qu'on a retrouvée dans plusieurs programmes de gauche, on donne un vrai statut de salarié aux personnes ubérisées, on revient sur l'ubérisation de la société. Les aides publiques aux entreprises seront suivies et démocratiquement contrôlées. Voilà. Donc là, vous avez un programme qui, si on reprend les items qu'on a vus, lutte contre la vulnérabilité, essaye de diminuer l'insécurité, on pourrait dire l'instabilité, tout en jouant plutôt sur des mobilités choisies et une continuité du parcours, augmente la démocratie sociale en entreprise, la participation des uns et des autres à la prise de décision, l'autonomie en un sens. Et donc on est vraiment dans le cadre de la flèche rouge qui monte tout droit vers la situation détendue. On a une vraie augmentation de la latitude décisionnelle, avec une baisse de la pression créée par le marché du travail et l'existence d'une précarité massive. Donc on a un programme qui promet une vraie diminution de la souffrance psychique au travail. Pas dans les mêmes modalités que la France insoumise, mais ces deux-là, LFI et PC, sont les deux partis qui proposent d'adresser directement, et même pas, en ce qui concerne Roussel, c'est même pas immédiat, même pas forcément explicite, d'adresser directement et tout azimut les causes de souffrance psychique au travail. Et sans aller chercher un dérivé du genre en fait le salut est ailleurs, il faut surtout libérer du temps libre. C'est vraiment la réorganisation des conditions concrètes du travail. Ah, moi qui croyais avoir 10 minutes, j'en ai plus que 6. Mais c'est de ma faute. Puis j'avance un peu, non? Quelle heure il est? 23. Bah voilà, j'en ai 7. Ah, c'est du luxe. Revenons à ce que je vous disais au départ. On a donc cette question du travail, dont on a vu la polysémie, dont on a vu l'impact très fort sur la qualité et la quantité de vie, sur la construction du sujet, sur la vie psychique. Et on regarde comment cette question du travail est traitée dans le champ politique français, dans un panel assez représentatif de l'offre politique aujourd'hui en France, même si certains candidats et candidates n'ont pas pu se présenter. Et qu'observe-t-on, même dans ce panel réduit? D'abord qu'il est traité de deux manières radicalement différentes. Centrale, pas centrale. On pourrait dire moteur, annexe. Outil d'ingénierie sociale, conséquence collatérale de l'activité économique qui serait première. Vous voyez? Donc vraiment deux choses radicalement différentes. Lieu où se construit l'identité, sujet annexe par rapport à la construction de l'identité. Donc quand bien même il ne serait pas au centre des débats, on voit dans la manière dont le sujet est traité qu'il polarise énormément. Augmenter le temps de travail, réduire le temps de travail.
relocaliser, s'adapter à la mondialisation et flexibiliser. Émancipé par le travail, émancipé par l'effort, libéré du temps libre. Faire disparaître le chômage en faisant la guerre aux chômeurs, faire disparaître la souffrance au chômage en améliorant les allocations. Favoriser la compétitivité et la production de valeur, favoriser le retour social et environnemental sur investissement professionnel, qu'on peut traduire par ailleurs par des oppositions entre augmenter la quantité et la qualité de vie disponible, réduire la quantité et la qualité de vie des gens. Avec à l'intérieur de ça des choix, politique de l'emploi, politique du travail et politique de la qualité de vie des gens au travail. Je ne fais pas cours sur le Qatar, ça m'ennuie vos histoires, vraiment. Parce qu'en fait, on est dans une université, il y a des cours. Quand on comprend pas, on comprend pas. Ça arrive. Peut-être que je dis. Ça marcherait mieux. Ou alors, on est en train de faire une vidéo TikTok dans la salle, s'il vous plaît, faites silence. Peut-être ça marcherait. J'essaierai la prochaine fois. J'essaie donc d'attirer votre attention sur le fait que, en prenant des points en psychologie sociale dans les derniers cours qu'on a pu faire pour interroger la réalité sociale et politique actuelle, on se rend compte que un thème marginalement traité, en l'occurrence quelle est la valeur sociale du travail, qu'est-ce qu'on en fait, quel est son rôle, etc., peu traité parce que ce n'est pas les thèmes d'actualité, sauf peut-être la thématique de la retraite qui est un petit peu questionnée. Mais quelle est la quantité, la qualité de vie et l'impact sur la vie psychique, vous voyez que c'est pas premier. En fait, on s'aperçoit qu'on a des choix radicaux qui sont proposés à nous, radicaux en ce sens que ils auront des conséquences opposées sur la quantité de vie, la qualité de vie et la vie psychique des individus vivant ici. On pourrait à partir de là tisser une réflexion anthropologique, c'est-à-dire sur l'état de notre culture, qui pourrait commencer de la manière suivante. Comment ça se fait d'abord que le débat sur la place du travail et par exemple sur sa centralité ne soit pas central? Comment se fait-il que quelque chose qui a autant de conséquences sur nos vies ne soit pas central? Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de nous? Comment se fait-il qu'il soit pour l'essentiel traité comme un problème technique et administratif? Pas, par exemple, comme la question de l'organisation des conditions de survie, ou alors comme un problème moral, ou alors comme un problème de qualité de la vie. Comment ça se fait qu'on l'aborde comme un problème technique, voire même comme la conséquence secondaire, ou une espèce de truc collatéral, quoi. Des grandes réformes importantes qui seraient des réformes identitaires ou économiques. Dans le fond, comment se fait-il que, à la fois culturellement et idéologiquement,
Le travail a été ainsi placé sous les ténoirs quand on se rend compte, en comparant les programmes, qu'il y a là des enjeux extrêmement lourds à travers les différences de conséquences, à minima sur la vie psychique, à maxima sur la quantité et la qualité de la vie. Voilà. Je vous laisse avec ces questions. J'espère que je ne vous aurai pas choqué par telle ou telle interprétation. Ça va? Bon, bah, tant mieux. Et merci de votre attention. Hop, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on travaille sur Clinique du pouvoir. C'est un bouquin d'Eugène Henriquez, psychologue social contemporain.